Suivez-moi, dit Verlaine en tortillant son derrière de gauche à droite en direction de la cuisine. Nous devons parler. Il poussa la porte entrebâillée, s'assura de l'office que la pièce était vide, et s'assit sur le rebord de la table avec nonchalance, comme font les chats, face au portrait de Pie XI. Les sols avaient l'odeur du mercredi, le jour de Lady Blemley. « Votre corps est encore jeune, ajouta-t-il en observant son ami. Vos cuisses sont longues et laiteuses, vos tétons durs comme des noyaux, vos dents brillent comme des perles et cette bouche, cette cerise pâle fendue par le milieu. Beaucoup de jeunes filles parlent de cette plaie à voix haute, sans se soucier de la rumeur. À Mahon, et jusqu'à l'autre bout de l'île où nous n'allons jamais, là-bas, à Ciudadela. Et encore autant de jeunes garçons dans les endroits que vous aimez fréquenter. Ce corps, soupira Verlaine en la pressant de haut en bas, vous l'abîmerez. Il s'avança avec souplesse vers les fourneaux. Quant aux vers que vous composez, je préfère ne rien en dire, ils vont nous jouer de mauvais tours. Aloysius, pâteux et voûté par la fatigue, s'endormait dans l'embrasure de la porte. La vérité est qu'un jour, vous compterez les plis de votre ventre en vous asseyant au bord du lit. Vous redresserez la tête et vous vous lèverez pour les faire disparaître. Oh, c'est assez facile tant qu'ils sont en petit nombre et fins comme les premières rides, mais cela ne trompe personne, croyez-moi. L'instant d'après, une fois debout, ventre, cuisses et mollets ayant tout à fait disparu, c'est la moitié supérieure qui aura raison de vos efforts en se reflétant dans la glace. L'œuvre du temps n'y est pas moins terrible. Le torse se creuse, les bras s'effacent, l'arrondi de leurs muscles, signe de vigueur et de bonne santé, disparaît. Ce n'est pas la maladie, Aloysius, qui les fait mincir de la sorte. Non, c'est tout bêtement la vieillesse. Le front se contracte, les cernes se creusent, et là-haut, tout là-haut, l'âme se dessèche comme une vieille étoile de paille aux fêtes d'un sapin de Noël. Il vit qu'on ne l'écoutait pas. « Je ne vous dis rien des dents. » Verlaine finit son discours à voix basse. « Vous aussi, vous passerez des nuits blanches à réparer en vain vos erreurs. C'est d'une médiocrité inévitable, tout le monde le fait. » La tête d'Aloysius pendait mollement sous l'effet de la fatigue. « Regardez-moi bien en face !» insista Verlaine en sautant sur le carrelage. « Et redressez-vous ! Ne croyez pas que j'obtienne mes dividendes sans effort. Je mange léger. Je fais mes heures de sommeil et de l'exercice. » Il se lécha la patte et conclut de manière péremptoire. « Les apparences sont trompeuses. J'ai mérité mon destin. » On ne saurait le nier. Verlaine avait forcé le cours des choses depuis longtemps, au moment où il sermonnait Aloysius, ce matin de mars 1939. Moi qui vous parle, je me demande si ce n'est pas la nostalgie de notre vie à deux qui l'invitait à se consoler en reportant la faute sur quelque chose, et pourquoi pas le destin s'il est mérité. Ma petite boule de fourrure tigrée avait doublé le diable en obtenant la vie éternelle contre rien. Les échecs du malin, si rares soient-ils, sont toujours un spectacle. Celui-ci était de taille. Méphistophélès était à bout quand je le rencontrai à mon tour, pressé de clore l'affaire avant que le millénaire ne touche à sa fin. C'est lui qui me raconta pour se venger l'histoire du garçon et du chat. Celle-là même qui fait la matière de la confession que vous allez lire. Retour dans la cuisine, où mon Verlaine, qui venait de s'allonger sur le carrelage, poursuivait en ces termes à l'intention d'Aloysius. « Il faut vous ressaisir, mon ami. Vous avez l'air beaucoup trop fatigué pour entreprendre quoi que ce soit de grand, ou même d'utile. » Aloysius regardait d'un œil dégoûté les lapins crus, allongés sur le journal du matin. Leur chair écorchée avait collé au papier. On pouvait lire sur leurs côtes maigres, imprimées à l'envers, la défaite du club de football. Mallorca vence a Menorca 2-0. C'est chaque fois la même chose, commenta Verlaine. Notre équipe se fait battre le mardi soir, la veille du déjeuner avec votre mère. Il regarda Aloysius droit dans les yeux. Asseyez-vous. Nous avons encore un peu de temps. Elle sera là à son heure habituelle, et Cathy Ponce ne reviendra pas des courses avant 9 ou 10 heures.
Le café est prêt. Elle l'a fait avant de partir en pensant que vous vous lèveriez plus tôt pour finir vos exercices. Aloysius s'exécuta sans rien dire. Verlaine ne l'avait pas harangué de la sorte depuis 2 ans qu'il le connaissait, et il lui sembla que ce petit discours bien asséné venait contrarier ses plans. Il avait besoin d'aide pour sa géométrie. Il s'était rappelé, il est vrai un peu tard, un soleil pâle caressait déjà les premières fenêtres du port, que la dernière semaine du trimestre allait finir dans 2 jours. Aloysius sentit en son fort intérieur qu'il fallait craindre le pire. Le quai dont il percevait les premières rumeurs lui parut sombre et fatal, la journée menaçante, la mer impure, son propre charme contestable et son avenir compromis. « Ne pourrais-tu pas m'aider » demanda-t-il inquiet après une première gorgée de café. « Tu as bien aidé l'autre, pourquoi pas moi ?» Verlaine ne se donna pas la peine de répondre. Ce tutoiement l'amusait. Il s'y refusait, quant à lui, averti par quelques expériences malheureuses. « La chose n'est pas si simple. L'avenir se mérite et vous ne faites aucun effort. J'œuvre beaucoup pour vous, petit à petit, dans une direction qui vous est bénéfique, croyez-moi. Vous n'y voyez rien, et c'est voulu. Ce style un peu secret mais personnel. Je suis en devoir de vous dire que vous filez un mauvais coton. » Aloysius fit mine de ne rien entendre. « Le fait est que vous avez bien de la chance de m'avoir. Je me demande parfois si vous en avez pris conscience. On ne pourra dire de moi quelle est cette voix qui ment et qui flatte. Je vous dis vos 4 vérités, depuis toujours. Vous le savez, et c'est pourquoi nous sommes ensemble. » Aloysius cherchait le sucre sur la table. Il se leva en ourlant les lèvres sur le rebord de son bol et poussa le rideau de boules de buis qui séparait la cuisine de l'office en continuant à aspirer le liquide bruyamment, comme un petit félin effronté. Il se pencha pour chercher la boîte à sucre. Les tresses de bois verni glissèrent sur ses hanches comme un voile ajouré et obscène. « Que puto ! Quelle affreuse petite peste !» se dit Verlaine en réprimant sa colère. « Voilà bien le résultat de l'éducation de Stanley. »« Comment se porte Doña Cintes ce matin ?» demanda négligemment Aloysius en tournant bruyamment la cuillère dans sa tasse. « Mal. Elle a soufflé comme un vieux train toute la nuit. Il faut être pessimiste. » Il interrogea son ami du regard. « Finissez votre café, allez donc vous laver et rincez-vous la bouche, elle vous attend. » Aloysius regarda la pendule. « Elle n'a toujours pas dormi depuis avant-hier et refuse de quitter son lit, » expliqua Verlaine. « Elle en est presque à la fin du livre que vous lui avez offert, si l'on en juge par le nombre de pages tournées. C'est à peine s'il lui reste quelque chose à finir de ces vagues. »« Votre mère est venue lui chipper il y a 3 mois. Je la connais. Elle aime la nouveauté, Esther, Wolfe et tout le reste. Elle s'en est emparée pour le dévorer et le repose de temps à autre sur sa table de chevet comme s'il n'avait jamais vraiment quitté sa chambre. Elle le lit par petits bouts pour que ça fasse plus vrai, comme si le livre avait des pattes et s'autorisait de petites excursions, tantôt ci, tantôt là, un coup dans la salle de bain, un coup aux toilettes. On oublie si vite où l'on a laissé ce qu'on avale à grands traits. Car oui, elle s'est vraiment prise de passion pour cette lecture. Mais que croit-elle faire en le remettant à sa place d'un mercredi sur l'autre ? Comme si on avait le droit de préjuger ainsi de la sénilité de Doña Cintes, comme si elle ne pouvait remarquer qu'il manque une fois sur 2. Lady Blaneley croit-elle sincèrement que sa mère ne se soucie plus que de ses petites pilules ? Elle ne les prend même pas. Je le lui défends. Aloysius écoutait maintenant avec attention, les coudes sur la table, comme à son pupitre lorsqu'il faisait face à M. Sonsoles au premier rang de sa classe. Car vous, avec ce livre, c'est tout différent. Vous vous asseyez à côté d'elle. Vous lui faites la lecture. Enfin, vous la faisiez il n'y a pas si longtemps, avant que vous ne vous dissipiez trop. Et quand elle le reprend elle-même, une fois que vous êtes parti, c'est pour toucher l'objet dont vous avez tourné les pages. Mais venir reposer ainsi ce dont elle ne peut avoir l'usage par elle-même, et toujours une semaine plus tard, jour pour jour, précisément l'après-midi où elle vient la voir régulièrement depuis son déménagement à la Golden Farm, comme si elle était trop fatiguée pour se rendre compte de son petit trafic. A-t-elle seulement remarqué que sa mère est presque aveugle depuis bientôt 6 mois ? S'en soucie-t-elle d'ailleurs ? Je me le demande.
Aloysius ne jugea pas nécessaire d'intervenir. Verlaine, excédé par sa désinvolture, conclut avec gravité « Son seul désir est de vous voir. Il faut se rendre à l'évidence. Elle va mourir dans l'après-midi, au plus tard dans la soirée. » « Je ne te crois pas. Le docteur est formel, objecta Aloysius. Je l'ai croisé hier. Il lui donne au moins jusqu'à l'été. Il se trompe, vous savez, ce jeune prétentieux qui reprend le flambeau du père. Il ne me plaît pas d'ailleurs, le nouveau docteur Gache. Il a l'air d'un automate avec ses mouvements tout secs. Ce n'est pas bon signe pour un médecin. Il faut avoir un peu de souplesse, un peu d'aisance avec les clients. Mais qu'importe, vous aurez de quoi vous divertir de votre chagrin lorsque vous aurez constaté sa nullité. Un peu de café demanda Aloysius. Vous êtes un véritable imbécile par moment. Un imbécile qui va perdre sa mamie. Verlaine regretta immédiatement les paroles qu'il venait de prononcer. Mon vieux chat essaya de se rattraper en donnant un conseil. Tôt ce matin, elle a parlé de son mari, le notaire, le patriarche autoritaire que vous n'avez pas connu. Allez la voir. Et soyez un peu généreux pour une fois. Restez à son chevet. Offrez-lui la beauté des derniers instants, ce qu'aucun souvenir et aucun remords ne pourront jamais gâter. Le goût s'évanouira ce soir avec son dernier soupir, passager comme celui de la figue ou du raisin. Montrez-lui votre cahier de texte. Elle n'y verra que du feu. Parlez-lui de votre avenir et de vos projets. Mentez-lui sur vos notes. Dites-lui que vous avez déjà pris contact avec le recteur de la faculté, l'ami de Don Felipe. Vous êtes ce qu'elle a de plus précieux. Elle est si fière de vous, abuelita. Ces derniers mots lui donnèrent du courage. Il continua à voix basse après une courte pause. Faites cela, pour la première fois, et sans plus vous cacher derrière vos petites libertés. Osez prononcer ces mots qui vous brûlent, clairement mais avec fermeté. Détachez bien les syllabes, qu'elles résonnent comme des perles fines dans une coupe de cristal. Abuelita. Et ajoutez encore quelques jolies tournures de votre cru. Elle ne voit plus rien et entend très mal, objecta Aloysius. Quelle importance! C'est votre odeur qu'elle veut, sentir la peau de son Aloysius, toucher ses boucles, tenir ses mains, avec l'assurance qu'il envisage une carrière de juriste pour faire honneur à la famille. Elle veut vérifier que la vie lui a donné ce qu'elle voulait le plus, quoique sur le tard, un petit-fils, ni plus ni moins, et s'assurer qu'il se soumettra comme frère et mari à la rigueur du droit. Une lumière blanche et brutale entra par effraction par la fenêtre de la cuisine et inonda le carrelage du côté de l'office. Elle les surprit dans leur conversation. Leurs paroles appartenaient au petit matin. La clarté du jour les arrêta dans leur course. Aloysius se leva lentement, pris d'une grande lassitude. Verlaine le précéda dans la salle de bain, s'assit sur le tabouret et le regarda quitter ses vêtements. Il resta un long moment sans rien dire avant de le laisser à ses ablutions. Et il repartit à la cuisine, attendre au chaud le retour de Cathy Ponce. Verlaine bâilla. Cathy ouvrit le petit précis de géométrie et jeta un coup d'œil rapide sur une page au hasard, en attrapant un oignon de l'autre main. Verlaine sauta sur la table et mit très péremptoirement une patte dessus. « Gardez ouvert !» acquiesça Cathy. « Il sentira mauvais si j'y touche. Il vaut mieux encore qu'il y ait tes poils dessus. » Elle abandonna son couteau pour lui creuser l'échine avec ses ongles. « Toi, au moins, il t'aime encore. Tu restes avec lui toute la nuit, parfois. » Elle s'intéressa à nouveau au portrait, puis elle jeta un œil sur la Cuesta del Muret, les 3 chemins parallèles à la promenade du port. Il commençait à se remplir de monde. « Nous aussi, nous faisions cela, » reprit-elle pour son compte, « il n'y a pas si longtemps. Il se blottissait contre moi lorsqu'il avait peur. Je lui racontais des histoires, l'histoire de Don Quichotte et celle de la vieille gitane. Nous nous endormions tous les deux, vaincus par la fatigue, tant il y avait de péripéties. Ah, mon Dieu, Verlaine, c'est comme si je l'avais vu naître. Si tu avais pu voir le bonheur de Lady Blemley lorsqu'il est arrivé, et comme j'ai horreur de ce qu'on nous fait vivre aujourd'hui, comme je regrette ce qu'il y avait avant, malgré tous les défauts et les imperfections, je voudrais que cette agonie finisse et que Madame Sintes nous quitte. Enfin, tu me comprends, paix à son âme. C'est pour qu'Aloysius parte chez le grand-oncle Jorge à Barcelone et qu'on ferme enfin cette maison.
Ça n'a plus de sens de rester ici. Les Nelson sont finis. On croit que je ne comprends rien à ce qui se passe, mais je sais, moi, que nous sommes soupçonnés. Ils viendront. C'est prévu. Diego le sait. Et ils prendront tout. Verlaine l'examinait d'un air incrédule. Cathy calcula que le four allait être chaud dans 20 minutes. Elle commença à passer l'huile au pinceau plat sur la chair, en écrasant les bulles, sans laisser de traces. Obstinément, comme on lisse une laque chinoise. Elle se dit qu'elle avait bien assez de temps pour ranger sa cuisine, enfourner les bêtes et remonter se rafraîchir dans sa chambre avant de partir pour la mairie. Les bureaux n'ouvraient pas avant 9h30. Elle sera revenue avant l'arrivée de Pilar. Il n'y aurait plus qu'à tout réchauffer lorsque les invités seraient installés au salon pour le sirop d'orgeat. Elle empila la vaisselle sur la table, sortit les couverts du tiroir du buffet, aligna les verres par rangées de 2, et lança une olive dénoyautée en direction de Verlaine. Il se précipita férocement sur le petit fruit, revint dans ses jambes pour une nouvelle caresse, ramassa voluptueusement son dos et se mit à ronronner. Elle s'assit et le prit sur ses genoux avec mélancolie, détournée de ses projets immédiats par le souvenir involontaire de la tragédie d'Esther, réfléchissant sans but aux journées qu'elle, la petite Cathy Ponce, avait passées avec Aloysius, à leurs anciennes promenades, à la blondeur dorée et chatoyante de ses cheveux. Le bon chat s'était souvent demandé pourquoi elle avait tant résisté à Paco, dans le passé, et trouvait proprement extraordinaire qu'une fille aussi jolie et posée n'eût jamais cherché à se marier, et ne s'en fût même jamais souciée. Il avait trouvé son frère ennuyeux, sa mère sinistre, et jugeait ses occupations d'aujourd'hui stériles et accablantes. Toutes ces courses, ces devoirs innombrables, pour subir en fin de parcours la morgue de Lady Blemley et l'indifférence de Maria Christina. Oh, non pas que ce célibat lui déplut, c'était pour lui tout bénéfice. N'importe quel amant un peu normal l'aurait chassé à coups de pied. Verlaine était le seul autorisé dans sa salle de bain. Cathy se déshabillait devant lui, rasait ses aisselles, parfumait ses cuisses, épilait son pubis avec de petites languettes de cire chaude pour qu'aucun poil ne dépasse de sa culotte. Mais pour qui, mon Dieu, pourquoi, puisque personne ne la voyait jamais? Elle lui parlait en faisant ses ablutions, le prenait sur ses genoux, le laissait renifler sa peau. Elle le laissait même regarder quand elle faisait pipi et qu'elle s'essuyait avec un petit coton roulé en boule avant de remonter ses bas. Cathy ferma sa chambre à clé. Elle surmonta l'envie diffuse de pleurer qui la tenait depuis le réveil, rassembla tout le courage qui lui restait et redescendit rapidement les escaliers. « Quel dommage !» se dit Verlaine en la regardant partir. « Quel gâchis ! Tes mollets faraud, ton buste tentant, gai comme impudent, ton cul ferme et gros. Qui les aura ? Il valait mieux ne plus y penser. Et comme Verlaine avait de la sagesse depuis des siècles, il soupira et s'endormit. Cathy pensa à sa mère et à son frère. Elle pria, les yeux grands ouverts, pour que Maria Christina soit déjà morte dans son lit, ou s'éteigne, là, tout de suite, et ne sache jamais. « El Niño !» dit Féal. Diego bascula la tête en avant, gémit en heurtant le sol, et se recroquevilla. Cathy trembla lorsqu'elle vit l'homme qui l'avait laissé tomber revenir en tirant Aloysius par la boucle de sa ceinture. Les jambes de petit Al flageolaient. Ses bras ballottaient contre son corps. Elle cacha son sein. Aloysius eut le temps de remarquer sa forme de poire. Verlaine n'avait donc pas menti. Féal Diaz lui demanda de s'approcher et posa une main protectrice sur son épaule. L'adolescent le dépassait de quelques centimètres. Féal Diaz retourna Diego d'un coup de botte et lui aplatit le dos avec ses semelles. Il monta dessus, écarta les jambes pour assurer son équilibre, et sortit la feuille de sa poche. « Il est temps d'écouter, dit-il d'une voix calme qu'on entendit mal, à cause d'un échange de coups de feu et d'une vitrine brisée sur la place. «
Il est temps d'écouter, répéta-t-il plus fort, le poème composé pour la gloire de l'équipe. Car oui, l'équipe de football, votre équipe, est revenue. Elle vient de débarquer et remonte en ce moment même le grand escalier de la Boudensia. La foule remua. On entendit des murmures. Ce n'est pas si grave de perdre, ajouta Féal Diaz. L'important est de jouer. Même les perdants doivent célébrer quelque chose. J'ai à côté de moi un garçon qui n'est pas sans talent et qui a composé quelques vers pour la circonstance, des vers rimés à la gloire du caudillo. Il reprit son souffle. Je me suis laissé dire que cet écrit est peu recommandable. Il le gifla si fort qu'Aloysius perdit son équilibre. Cathy se sentit faible. Il faut dire que le professeur principal l'a beaucoup aidé, continua Féal Diaz en massant doucement l'intérieur de sa main. C'est une sorte de manie par chez vous, d'écrire ce qu'il ne faut pas. On s'y met à plusieurs, et il y a parfois ce qu'on peut appeler de mauvais conseillers. Les haut-parleurs grésillèrent, et on amena Sonsoles, le crâne rasé, couvert de brûlures noires, les yeux absents, figés, dans des cernes creux et humides, de larges échymoses jaunâtres sur les tempes à l'endroit des électrodes. Féal Diaz tira son arme de son étui et le visa en pleine tête. C'en était enfin fait de la petite crotte de l'instituteur minable avec sa culture provinciale, poussiéreuse et satisfaite, pleine de pompe et de sentiments d'égalité. Sonsoles cria « Vive la République !» avant de tomber. Et Féal Diaz vida son chargeur jusqu'à ce qu'une bouillie rouge et informe se détacha du tronc. C'était hier. Le lendemain, elle me prend sur ses genoux et pose sur les mains une petite boîte recouverte d'un morceau de drap bleu. C'est un bien curieux carton qui bouge de droite à gauche. Elle me demande de soulever le chiffon, je le fais. Un chat tigré est tapis au fond. Il essaye de sortir et parvient à grimper sur mon bras en me griffant. Je voulais un chat, le voilà. Il suffisait de l'imaginer pour qu'il existe. Il faut lui donner un nom, mais lequel ? Je le pose sur le lit pour le voir marcher, et il grimpe sur la couverture. Il dérape sur la satinette de l'édredon et atteint tant bien que mal l'oreiller. De là, il s'aventure dans le vide en direction de la table de chevet, il renverse le verre d'eau, pose une patte sur le livre pour se rattraper, et nous regarde pour se faire pardonner. C'est Parallèlement de Paul Verlaine. J'ai trouvé son nom. Et il parle, me dit Maria Cristina en posant doucement le bout de son index sur mon nez dès que je lui ai fait part de mon choix. Le livre est ouvert au premier poème de la série Lune. Elle me le lit. Elle parle cette langue magnifiquement, sans une pointe d'accent, et me fait répéter après elle. Je le fais tant bien que mal avec une prononciation anglo-ibérique de mon cru. Verlaine est tellement meilleur. Il s'est dressé sur ses petites pattes et récite avec nous. Je veux, pour te tuer, ô temps qui me dévaste, remonter jusqu'au jour bleui des amours chastes, et verser ma luxure et ma honte au bruit doux d'un baiser sur sa main, et non plus dans leur cou.